Bonjour Amandine, c'est David. Enchanté. Oh. Ça va, tout va bien? Enfin, je veux dire, mis à part la machine, tout va bien? D'accord. Machine, elle marche plus. D'accord, ok. Très bien. Et ouais, je pense que vaut mieux que j'aille voir. Je vais essayer de m'expliquer, mais vaut mieux être devant la machine, je pense là. Ah d'accord, très bien. Non. Ah d'accord, même pas de... Ah ok. Ah ouais, donc c'est une panne électrique. Ah ok. Ah ok, bon, bah, je vais commencer, bah, je vais la sortir. Ah, ouais. Je vais sortir la machine. Ouais, mais tout seul, pas de problème. Je vais juste enlever mon manteau. On va le mettre là, hein. Ok. Aujourd'hui, les particuliers peuvent partager, louer, vendre entre eux, et tout ça grâce à Internet. L'objectif est de consommer moins et de consommer malin. Ça s'appelle l'économie collaborative. En France, 90% des internautes ont déjà utilisé ces sites. Si pour certains c'est une véritable révolution, pour d'autres, ce système pourrait accroître les inégalités. Concrètement, l'économie collaborative, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Qui est gagnant? Et la communauté sourde, y participe-t-elle? Et comment? L'émergence et la diffusion de l'économie collaborative ont été rendues possibles grâce à Internet, c'est ça? En fait, l'économie collaborative, ça a toujours existé. Moi, quand j'étais étudiant, Blablacar n'existait pas encore. Et finalement, je faisais déjà du covoiturage avec notamment la fille d'une copine de ma mère, par exemple. Ce qui change avec Internet, c'est le passage à l'échelle. Ce passage à l'échelle, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'offres et de demandes qui vont arriver sur la plateforme et ça va transformer la pratique. Aujourd'hui, on parle toujours de covoiturage et pourtant la pratique est complètement différente. Je peux sortir mon téléphone et en une demi-heure réserver un covoiturage pour partir à n'importe quel bout de la France. Vous avez l'impression que ça a éveillé les mentalités, qu'il y a davantage d'échanges? Oui, tout à fait. On appelle ça économie collaborative, mais ce qui est intéressant, à mon sens, c'est vraiment la génération de liens qui n'auraient pas pu voir le jour ailleurs, en fait. C'est de sortir de ces zones de confort, comme on le dit, ou des cercles sociaux qu'on a l'habitude de fréquenter, les amis, la famille, le travail, et de se mettre dans une position où, finalement, on va être un peu en insécurité et on va se pousser à aller vers l'autre. Ou en tout cas, on va être mis dans une situation où l'autre est là et l'interaction est peut-être plus facile. Parmi toutes les branches de l'économie collaborative, il en est une qui consiste à faire appel aux dons pour financer un projet. Cette méthode connaît en France, tous les ans, une croissance de 100%. Faire appel aux dons est devenu naturel. Et sans eux, certains projets ne verraient jamais le jour. C'est la situation de Fouad, un étudiant lillois qui souhaite poursuivre ses études aux États-Unis. Pour lever les fonds nécessaires, il a lancé une collecte sur Internet. Et je vais le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Je t'en prie. Dis donc, on se croirait aux États-Unis ici. Tout à fait. Tu te prépares? Oui, je croise les doigts. Tu as fait appel aux dons sur Internet. Comment t'es venue l'idée? Actuellement, je suis en 3e année de fac, en licence informatique. Et j'ai un stage obligatoire de 3 mois à valider pour l'obtention du diplôme. Le problème, c'est que je ne savais pas quoi faire comme stage. J'ai réfléchi et j'ai eu l'idée de partir aux États-Unis à l'université de Gallaudet,
La seule université au monde pour les sourds. Pour moi, c'est vraiment un rêve ce voyage. Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment j'allais financer le projet. Et la solution, je l'ai eue en voyant que 2 filles sourdes avaient eu recours au financement participatif pour leur projet d'études. Je me suis dit que c'était une bonne idée et que j'allais faire pareil. C'est comme ça que j'ai créé une cagnotte sur Internet. Tu peux me montrer ton projet? Oui. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui, intéressées ou particulièrement séduites par mon projet, souhaiteraient me soutenir et m'accompagner jusqu'à sa réussite. Laissez-moi vous exposer mon projet. Je souhaite partir faire un stage au sein de l'université américaine Gallaudet à Washington. Je souhaite y intégrer l'équipe ML2, ce qui signifie Motion Light Lab, spécialisée dans la 3D et la technique de motion capture. Ah, super. Continue. Ça, c'est les liens pour Facebook, Skype, la page Internet, pour les contributeurs. L'objectif, c'est de récolter combien via cette cagnotte? Et tu en es où? Alors, l'objectif, c'est de récolter 10 000 €. J'ai déjà 8 000 € d'assurés qui me seront versés par des associations, des entreprises et la mission handicap de l'université Lille 1. Si j'ai pu les réunir, c'est grâce à l'énergie que j'ai déployée. Ça a touché les gens, ça leur a donné envie de m'aider et aussi de valoriser la communauté sourde. Donc il te manque 2 000 €. Et il te reste combien de temps? J'ai encore 1 mois pour réunir ces 2 000 €. Dans la communauté sourde, de plus en plus de projets font appel au financement participatif. Tu en penses quoi? C'est vrai qu'au sein de la communauté sourde, ce mode de financement se développe. Parce que la communauté sourde a envie de se mettre en valeur. De mettre en avant la culture sourde. De montrer sa richesse. Et aussi de répondre aux personnes qui, à tort, pensent que nous les sourds, on ne peut pas. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas ci, on ne peut pas ça. On a envie de mettre le « on ne peut pas » de côté, l'évacuer, et montrer à ces personnes-là qu'elles se trompent, les en convaincre. C'est ça l'idée. Cette économie collaborative, qui est actuellement en pleine expansion, qui en profite réellement? Je pense qu'il y a 2 grands gagnants aujourd'hui dans l'économie collaborative. Il y a d'abord finalement les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui vont accéder à des services qui sont déployés par des plateformes et par des gens qui participent à ces plateformes, des gens qui collaborent avec ces plateformes. Les deuxièmes grands gagnants, ce sont les gens qui déploient les plateformes et notamment les financeurs de ces plateformes, c'est-à-dire, pour le dire de façon peut-être un peu directe, les fonds d'investissement, notamment américains, puisque les Américains ont été très forts au démarrage de l'économie collaborative pour investir dans les grandes plateformes, qui vont avoir finalement une activité capitaliste traditionnelle d'investissement et de retour sur investissement dans un futur plus ou moins proche. Je me demande, cette économie collaborative, comment ça se passe? Est-ce que c'est encadré par la loi? Vous pouvez m'en dire plus? Alors, les phénomènes d'économie collaborative sont assez récents. Donc, le législateur met un temps pour prendre des positions. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de textes jusqu'à maintenant. Le principal encadrement, c'est un encadrement de type fiscal qui permet aujourd'hui, selon les types d'activités, d'avoir 2 grands modes d'encadrement. Un premier, c'est un effet de seuil, c'est-à-dire que sur des plateformes de type Airbnb, on a le droit de louer ces logements jusqu'à un certain montant annuel. Sur d'autres types d'activités, dont fait partie le covoiturage, le législateur impose que le coût
de la course proposée aux covoitureurs soit un strict partage des frais du trajet, c'est-à-dire que le conducteur ne gagne pas d'argent au moment où il fait son covoiturage. Les personnes qui proposent du covoiturage ou un hébergement ont la possibilité de choisir qui elles accueillent. Mais ça peut être discriminant. C'est pour ça que certains sites proposent des services dédiés à des communautés spécifiques. C'est le cas dans la communauté sourde. Si je souhaite voyager et découvrir le monde, je peux aller dormir chez des sourds, car il y a un site pour ça. Et c'est justement ce que je vais faire en allant chez Alexandre. Pourquoi tu t'es inscrit sur un site dédié à l'hébergement entre sourds ? J'ai choisi un site dédié aux sourds parce que je suis sourd et que quand je vais quelque part, j'ai envie d'être accueilli chez des sourds. Parce qu'on a la même culture et que je suis curieux de découvrir la langue des signes d'autres pays. Quand c'est devenu à la mode, j'ai été voir sur internet, mais il n'y avait que des sites entendants et je n'y trouvais pas mon compte. Et puis j'ai découvert un réseau destiné aux sourds. Soit pour accueillir des sourds étrangers, soit pour être soi-même accueilli. J'ai commencé par curiosité et je suis devenu accro. Et ta première expérience, c'était où ? Ma première expérience, c'était en Hollande, à Amsterdam. J'ai été accueilli par une jeune étudiante en design ou en graphisme, je ne sais plus. Elle m'a hébergé 1 semaine. Moi, je demandais 3-4 jours, mais elle m'a dit « Reste autant que tu veux, y a pas de souci. » Super sympa. Et ça a été un séjour très riche, plein de rencontres. Parce qu'en la rencontrant, j'ai rencontré tout son cercle d'amis. Ça a été une expérience marquante pour moi. J'étais tout jeune, pas très mature. Et de vivre ça, ça m'a donné beaucoup d'assurance. De toutes tes expériences, soit en recevant, soit en étant reçu, quelle est celle qui t'a le plus marqué ? Eh bien, par exemple, j'ai reçu un couple qui venait de Corée. Ce n'est pas tout près. Et dans leur valise, je vois une robe de mariée. Ils me disent que c'est leur voyage de noces, qu'ils font un tour d'Europe. D'accord. Je leur dis, vous venez visiter Paris pour votre voyage de noces. Vous ne seriez pas mieux dans un hôtel de charme confortable ? Ils me répondent, non. Mais ça, c'est très sourd. Plutôt qu'un hôtel impersonnel, on préfère aller chez un sourd, avoir un vrai contact. Et pour eux, ça, c'était un vrai voyage. En utilisant un site d'hébergement temporaire et gratuit, pour toi, le but, c'est de faire des économies ou de rencontrer des gens ? Moi qui suis jeune, si je pars loin et que le vol est long, je veux en profiter. Si c'est pour rester peu de temps et rentrer, ça sert à rien. C'est mieux si je peux rester longtemps sur place. Mais rester longtemps, ça veut dire faire attention à son budget. Donc il faut trouver un système D. Il faut être débrouillard. Alors je vais sur des sites, je contacte des gens qui font suivre ma demande, et de relais en relais, je trouve des hébergements. Donc au départ, c'est par souci d'économie et finalement, tu t'enrichis d'expérience. Le plaisir du voyage ne se résume pas au séjour proprement dit. Le séjour, c'est 60%. Et les 40-50% restants, c'est au retour. Quand on le raconte, qu'on montre des photos, les contacts qu'on garde. Donc, le plaisir du voyage, c'est sur place, mais aussi après. Toute la richesse avec laquelle on rentre et qu'on va pouvoir transmettre aux autres. Et ça, moi, j'adore.
Est-ce qu'il y a des sites qui n'ont pas été conçus pour faire du profit au départ, mais pour créer du lien ? Vous avez par exemple Couchsurfing. Couchsurfing, au départ, c'était une association qui a bien marché. C'est-à-dire c'était vraiment des gens qui avaient envie d'échanger un bout de canapé, un bout de chambre, et puis pouvoir voyager. C'était vraiment très spontané, finalement. Puis ça a été organisé sous un format non-profit, il y a eu de plus en plus de monde. Et au bout d'un certain temps, et surtout au fur et à mesure que l'économie collaborative devenait un enjeu financier, c'est-à-dire qu'à côté de ça, on avait des Facebook, des grosses plateformes qui naissaient, donc du capital risque qui était prêt à intervenir. Alors là, la tension est devenue trop forte et Couchsurfing a été transformé en une entreprise. Et c'est pour ça que dans ce monde-là, rien n'est gratuit. Quand vous utilisez une plateforme, soit vous payez une commission, soit vous ne payez pas de façon monétaire le service que vous utilisez, et dans ces cas-là, ça veut dire que la rémunération de la plateforme est ailleurs, souvent dans des modèles liés à la publicité. Voilà, c'est ça pour la plupart des cas. J'ai l'impression qu'il y a une économie collaborative qui est portée sur le profit, pas très saine. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode, vraiment porteuse de l'esprit collaboratif ? On peut tout à fait imaginer des plateformes qui soient sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui des biens communs, c'est-à-dire qui appartiennent à personne et à tout le monde, qui ne sont pas exactement des biens publics, qui sont vraiment des biens entre le bien privé et le bien public, c'est-à-dire des biens qui appartiennent à ceux qui le font vivre, à ceux qui l'utilisent. Autrefois, les gens avaient l'habitude de faire du troc. Cette pratique était tombée en désuétude, mais elle connaît un retour en force grâce à Internet. Troquer est une composante de l'économie collaborative. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes en France s'y adonnent. Alors on troque tout, y compris les savoirs. Et j'ai bien envie d'essayer, moi. J'ai envie d'apprendre le dessin depuis très longtemps. Je pourrais le faire maintenant. Le troquer, mais contre quoi ? J'ai déjà une réponse. Comment ça va? Petit café? D'accord, café. Voilà. Alors, je vais te montrer un dessin, comment on fait un dessin simple, une boule avec les ombres. Voilà, tu vas dessiner en même temps. En même temps, regarde. Tu commences par faire une sphère, une boule. Et tu laisses ici de la lumière. Non, c'est très très bien. Tu vas voir. Ensuite, tu fais ombre portée ici. Et progressivement, tu vas voir le volume qui va se mettre en place. Ton dessin, tu vois, avec le volume, tu vois, qui sort comme ça. Oui, alors, apprends-moi... Essaye de m'apprendre des mots
Voilà, les mots basiques, les mots qu'on utilise tous les jours. Oui. Ok, je dois deviner. D'accord. Oui, j'aime. J'aime pas. Pardon. Je n'aime pas. J'aime. Je n'aime pas. Le visage. J'aime. D'accord. Je n'aime pas. Ok, super. Quel est ton meilleur souvenir avec ce site de troc? Alors, le meilleur souvenir que j'ai pu avoir grâce au troc, c'est des cours de dessin contre un petit séjour dans une auberge dans le sud de la France. Voilà, ça c'était assez top, assez chouette. Voilà, je pense que je n'aurais pas pu l'avoir dans un autre contexte et dans d'autres occasions. Et alors comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est toi qui te connectes et qui regarde les trocs disponibles ou est-ce que tu en proposes? En fait, je vais sur le site assez régulièrement, j'essaie d'y aller assez régulièrement et dès que je vois une annonce qui m'intéresse, je contacte la personne. Voilà. Et comme il y a une monnaie collaborative sur le site qui s'appelle les Noisettes et qui permet éventuellement d'acquérir un bien si on ne peut pas avoir de troc de bien contre bien, mais si c'est un bien contre un service. Donc ce service est quantifié avec cette monnaie virtuelle. Donc j'envoie un message et si le troc peut se faire, je me débrouille pour pouvoir être disponible et que ça se passe assez rapidement. Et à ton avis, pourquoi ça marche si bien ces sites de troc? Parce que les gens cherchent en fait une alternative au système économique classique et ils cherchent une autre façon de consommer. Et le troc répond très bien à cela. Et c'est relativement intéressant. On a des opportunités qu'on peut difficilement avoir ailleurs. On fait des rencontres intéressantes aussi, puisque bon, les gens ils se parlent, ils s'échangent des biens, des services, des objets. Et voilà, on peut presque dire une économie parallèle. Allez, vas-y, essaye. Allez, essaye. Voilà. Bravo. Très bien. Comment savoir ce qu'il y a derrière le site qu'on utilise? Si c'est le profit ou vraiment le collaboratif? Vous pouvez m'expliquer? Alors si vous voulez savoir finalement qui est l'entreprise qui vous rend le service, c'est-à-dire quelle est l'organisation qui est derrière la plateforme, il faut faire comme quand vous allez au supermarché, vous achetez du beurre, vous regardez l'entreprise et puis peut-être que chez vous, sur Internet, vous allez prendre des renseignements sur l'entreprise. Il faut faire la même chose. Vous regardez par exemple dans les crédits qui sont ou les mentions légales en bas du site, vous allez avoir généralement un sigle. Par exemple le sigle SA pour Société Anonyme ou le sigle coopérative ou SCOP ou association. Alors là, vous avez affaire à une entreprise qui est une entreprise dite d'économie sociale et solidaire. Il faut aller voir qui sont les entreprises qui sont derrière. Il y en a qui se conduisent parfaitement bien, il y en a qui se conduisent un peu moins bien, mais il faut avoir cette curiosité. L'économie collaborative a profondément changé notre façon de vivre, de consommer, de travailler. Mais derrière cette vitrine alléchante, faite d'humanisme et d'échange, il ne faut pas oublier que l'objectif est parfois de faire du profit. Alors s'agit-il d'un changement durable ou n'est-ce qu'un phénomène de mode ?